Le regard de l'homme, derrière ses lunettes noires, semblait scruter l'écran de son téléphone. Chaque seconde d'attente pour le livreur lui paraissait interminable. Il avait du mal à comprendre comment une livraison classique d'un restaurant chinois pouvait prendre 1 heure entière. Il en imputait la responsabilité à la jeunesse insouciante d'aujourd'hui. Il ne savait pas apprécier la valeur du temps et ne comprenait pas l'importance de la mission de livraison qui leur était confiée. L'homme se leva brusquement de sa chaise, affirmant que tous ceux qui l'entouraient ne faisaient que simuler leur travail. Mais si chacun se mettait à agir avec professionnalisme et à donner le meilleur de lui-même, la vie de son entourage s'en trouverait grandement améliorée. Sa main puissante serrait le manche de la batte avec une telle force que ses tendons tendus transparaissaient à travers sa peau comme des câbles d'acier. Au fond de la pièce gisait la victime, telle une sinistre marionnette, suspendue la tête en bas, ses mouvements restreints par des liens étroits. L'homme à la batte regardait avec dédain le labyrinthe de nœuds, prêt à frapper avec professionnalisme à la moindre occasion. La victime a tenté de dire quelque chose, mais on n'a pu entendre qu'un gémissement indistinct. Dans une tentative désespérée pour échapper à une mort imminente, l'homme se tordait de douleur, sentant le sifflement d'une arme mortelle prête à tout moment à réduire ses os en miettes. Le visage de la victime était figé dans une horreur et un désespoir primitif, à la prise de conscience de la douleur inévitable. Mais le bourreau reçut l'ordre de la battre à mort. Une fraction de seconde avant le premier coup de batte, la silhouette d'un coursier en combinaison orange vif apparut dans la faible lumière des lampes, perçant l'obscurité des ruines industrielles, comme une lueur salvatrice. L'homme aux lunettes noires jeta un simple coup d'œil distrait, comme pour évaluer si ce coursier méritait son attention. Mais son apparence m'a fait réfléchir un instant. Il y avait des gens à l'entrée qui n'étaient pas censés laisser entrer qui que ce soit. Cet homme n'aurait tout simplement pas dû passer. Le coursier tourna lentement la tête, tel un prédateur scrutant les alentours. Son regard, à travers le verre impénétrable de sa visière, glissa sur les coins de la pièce, comme pour l'examiner. D'un mouvement brusque, il se retrouva à genoux, prêt à en découdre. La boîte qu'il tenait devenait le prolongement de son corps, et son regard, dissimulé sous sa visière, scrutait ses ennemis potentiels. Dans la pénombre du bâtiment abandonné, sa combinaison rouge vif brillait comme un signal d'alarme. Il s'agenouilla et ouvrit brusquement le tiroir, le bruit métallique résonnant dans le silence. D'un geste mesuré, il balaya la pièce du regard, comptant les personnes présentes, et l'on pouvait percevoir dans ce geste une disposition à passer à l'attaque à tout moment. Des doigts gantés de gants épais tapaient avec précision des chiffres sur l'écran du téléphone, qui multipliait méthodiquement le nombre de victimes par le coefficient du taux nocturne, transformant des vies humaines en 0 et en 1 aride sur l'écran. L'homme à la batte était outré par l'insolence du coursier. Son visage se crispa de rage, sa main jaillit comme un éclair et il demanda d'un ton sec « Que voulez-vous ici ?» La voix du coursier, étouffée et dure sous sa visière, fendit l'air comme une lame. « J'ai besoin d'un combat. » Il devait maintenant les tabasser tous. Mais ce n'était qu'un travail. Il n'y avait pas la moindre once de haine personnelle dans ses actes, seulement le désir de gagner de l'argent. L'homme à la veste blanche haussa à peine un sourcil, et ce geste indifférent montra clairement que les paroles du coursier étaient pour lui un pur non-sens. Il donna l'ordre à ses hommes d'éliminer cet insolent messager. Le type en combinaison orange a repoussé sa boîte en métal d'un seul mouvement de pied. Le coup viol le projeta hors de sa position, le transformant en un projectile mortel qui fonça droit sur la tête de l'ennemi, ne lui laissant aucune chance d'esquiver. Mais soudain, une silhouette menaçante surgit des ténèbres derrière le coursier, et la lame d'un couteau pointé vers lui brilla dans la pénombre. Sa paume, comme forgée dans l'acier, intercepta fermement la main levée armée de la lame, stoppant le mouvement mortel à 1 millimètre de la cible. Un instant plus tard, son poing, tel un éclair, fendit l'air et s'abattit sur son adversaire avec une force colossale. Sous l'effet du coup violent, le corps de l'ennemi fut projeté en l'air. L'ennemi a traversé toute la salle en survolant les têtes des autres comme une balle de tennis. Puis il s'écrasa lourdement contre le mur, se transformant en une silhouette sombre et immobile, se détachant sur la lumière froide. Le coursier était pressé et devait se rendre à sa prochaine livraison. Il a donc suggéré que les adversaires attaquent tous en même temps. L'homme à la veste blanche se figea, au bord du choc et de la rage, incapable de croire ce qui se passait. Il n'avait d'autre choix que d'assister au passage à tabac féroce de ses camarades. La silhouette silencieuse du messager en combinaison orange se détachait sous la lumière froide de la lanterne.
Sa poigne de fer transformait cet instant en une sentence de mort irréfutable pour l'ennemi vaincu. L'homme aux lunettes noires se mit à hurler et à baver en essayant de savoir qui se trouvait en face de lui et combien il avait été payé. Il voulait obtenir ces informations à tout prix et a offert le double de la somme. Mais en réponse, un poing ganté de noir asséna un coup fulgurant et écrasant plein dans l'oreille. Le livreur n'avait aucune intention d'accepter une offre aussi généreuse, car cela aurait enfreint ses conditions générales de service. Il s'accroupit et domina son ennemi vaincu tel un juge impitoyable. Il est maintenant temps de faire le point sur le travail accompli. Sur le selfie, le livreur affichait froidement son signe de triomphe. Une fois les preuves photographiques envoyées, il était temps de s'occuper de la commande suivante. Le messager s'apprêtait à partir, mais il entendit soudain les gémissements indistincts du prisonnier derrière lui, qui essayait de toutes ses forces de lui crier dessus. Son désir était si fort qu'il parvint à se libérer du bâillon et hurla de désespoir, en voyant s'éloigner la silhouette en combinaison orange. Il était certain que le coursier était venu le sauver et lui avait demandé de le détacher au plus vite avant que sa tête n'explose. Le coursier n'était pas pressé d'accéder à sa demande et regardait silencieusement à travers le verre foncé de sa visière. Après avoir vérifié l'ordre, il a déclaré d'un ton sec que le sauvetage de ce prisonnier n'était pas inclus dans son ordre. Cette nouvelle le choqua. Suspendu, les poches levées, l'homme supplia de ne pas le laisser là. Mais ces supplications ne signifiaient rien pour le coursier. Se retournant, il glissa silencieusement une carte entre les dents du coursier. Tout ce qui se passait n'était que du travail pour ce dernier et nécessitait une demande officielle. Ainsi, entre les dents du prisonnier ligoté, il y avait une carte de visite de Lisanne, de la société Heaven Delivery. Relevant sa visière, il annonça que si cela impliquait un combat, il était prêt à accepter n'importe quel travail, car jusqu'à présent, ils étaient bien payés. Une notification concernant une nouvelle commande est apparue sur l'écran de son téléphone. Lisanne le confirma, sachant qu'il devait se battre et être bien payé pour cela. Cela fait environ 2 ans qu'il travaille comme ça, et Lisanne était incomparablement bon dans son travail. Comparé aux autres lycéens, il a gagné beaucoup d'argent. Lee Sang avait un rêve, et il travaillait dur pour économiser afin de le réaliser. Son objectif le plus cher était d'acheter un appartement dans un immeuble de Séoul avant ses 20 ans. Il visita de nouveau le site et fut contrarié de constater que le prix des mètres carrés tant convoités avait encore augmenté. À ce moment-là, une nouvelle notification de la banque arriva concernant un réapprovisionnement du compte par la livraison céleste. Mais même à ce rythme, il serait très difficile pour Lee Sang d'économiser suffisamment. Et des commandes étaient rares ces derniers temps, ce qui ne lui plaisait guère. Il a même commencé à envisager de changer de travail. Lee Sang rêvait que l'argent lui tombe littéralement du ciel. Soudain, du coin de l'oreille, il entendit la conversation de quelqu'un d'autre. 3 voyous harcelaient une jeune fille. L'un d'eux l'a poussée et elle est tombée par terre. Il plaisantait en disant que le plus gros d'entre eux avait percuté la pauvre bête comme un camion. La jeune fille regarda ses agresseurs d'un regard perçant, empli de haine. Voyant cela, l'homme corpulent entra dans une rage folle et se mit à l'attaquer encore plus violemment. Il avait envie de donner un coup de pied à la pauvre femme assise par terre pour qu'elle soit enfin confrontée à la réalité. Le scélérat savait que le père de la jeune fille était mort, laissant derrière lui une montagne de dettes. Fort de ces informations, il voulait la forcer à devenir sa petite amie. Et il lui a même proposé de l'argent en échange, ce qui l'a encore plus dégoûté. Soudain, quelqu'un interpella les scélérats. C'était Lisanne. Debout à côté de la jeune fille, il ordonna à ses salauds de lui présenter leurs excuses. Le gros homme ne s'attendait pas à une telle impudence, et ces mots l'ont tout simplement rendu furieux. Son ami essaya de le raisonner et de l'arrêter de toutes ses forces, car il savait parfaitement qu'il ne pouvait pas s'en prendre à Lisanne. Après tout, il était nouveau, et ignorait encore que même ses aînés s'efforçaient de ne pas gâcher leur relation avec Lisanne. Il lui conseilla discrètement de s'excuser auprès de lui, ne serait-ce que par politesse. Mais le gros homme fit la grimace, mécontent, car il n'avait aucune intention de présenter ses excuses à qui que ce soit. Repoussant son camarade, il se dirigea droit vers son adversaire, lui demandant au passage s'il était le petit ami de cette fille. Mais Lisanne se contenta de le regarder en silence, sans se soucier de conversations inutiles avec des inconnus. Soudain, un petit couteau apparut dans les mains du gros homme. Il était furieux et a menacé de faire perdre la vue à Lisanne. Mais avant que le gros homme ait pu finir sa phrase, il reçut un coup derrière la tête de la part de son camarade. Les amis ont saisi le nouveau venu par les bras et se sont empressés de l'emmener en criant des excuses à Lisanne en chemin. Mais il n'a pas attendu leurs excuses,
car ce n'était pas devant lui que cela aurait dû se faire. Lee-san lança silencieusement sa carte de visite à la jeune fille. Si jamais elle avait de nouveaux besoins d'aide, il lui suffisait de le contacter, car pour de l'argent, il était prêt à tabasser n'importe qui pour elle. Mais si la jeune fille était vraiment à court d'argent, il était prêt à lui accorder une petite réduction. Elle se retrouva donc assise, seule, au milieu du couloir désert de l'école. Et elle serrait entre ses mains cette étrange carte de visite. À ce moment-là, une bonne idée lui vint à l'esprit. La vie scolaire suivait son cours normal, et les élèves rentraient déjà chez eux après avoir terminé leurs devoirs. Mais à ce moment-là, Lisa ne quittait pas l'écran de son téléphone des yeux, comme s'il l'hypnotisait. Il n'arrivait pas à joindre le bon numéro. Mais hier, il a réussi à passer 2 commandes et c'était vraiment génial. Lee-san, assis pensivement devant la majestueuse silhouette de la ville, contemplait le coucher de soleil doré et pensait à la difficulté de gagner de l'argent. Il contemplait les majestueux gratte-ciel de la métropole, enveloppés dans la lueur dorée du crépuscule. Mais dans aucun de ces endroits, le courrier n'avait de domicile propre, et ses pensées le déprimaient grandement. Après une attente interminable, le téléphone s'est rallumé avec une réponse de Heaven Delivery. Et à ce moment-là, l'écran afficha des informations concernant le nouvel ordre. La première chose que fit Lee-san fut de regarder l'adresse de livraison. Il n'en croyait pas ses yeux. Le nouveau point de repère était un immeuble de grande hauteur à Gangnam. Il était si haut que Lee-san ne pouvait même pas en voir le sommet. Cette commande l'intéressait beaucoup, car il avait toujours voulu savoir ce qui se trouvait à l'intérieur de cet immeuble de grande hauteur. D'un geste machinal, il remonta la fermeture éclair de sa combinaison orange. Il posa son casque noir sur sa tête et il enfila des gants de protection. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait motivé. Baissant sa visière sombre, il était déterminé à gagner plus d'argent. Lee-san gravit lentement les étages du gratte-ciel jusqu'à l'étage souhaité. Il a trouvé le penthouse qu'il lui fallait grâce au numéro inscrit sur le mur. En observant les environs, le livreur ne comprenait pas comment une personne vivant dans un tel endroit pouvait se retrouver endettée. Il appuya sur la poignée de la porte et celle-ci s'ouvrit sans effort. En franchissant le seuil, Lee-san cria dans l'obscurité « Livraison !» Mais il n'y eut aucune réponse et il dut sortir son téléphone pour s'éclairer tant bien que mal. Le coursier pointa la vive lumière de sa lampe torche au fond de la pièce. La première chose que le faisceau lumineux arracha à l'obscurité fut une fleur dans un grand pot posé au sol. Lee-san décida de faire le tour de la pièce avec sa lampe torche et remarqua que d'étranges morceaux de papier étaient collés partout. Mais pour mieux les voir dans l'obscurité, il dut enlever son casque. Le coursier ajusta ses cheveux d'un geste de la main et s'enfonça plus profondément dans la pièce. Et à ce moment-là, comme des ombres silencieuses, plusieurs personnes me suivirent. Ils rôdaient dans l'obscurité, prêt à frapper à tout moment. L'un des inconnus avait déjà levé sa batte au-dessus de la tête de la victime visée. Mais l'instant d'après, tout bascula, et la main gantée de noir du coursier asséna un coup précis et violent au visage de l'inconnu. Un crochet acéré l'a projeté à l'autre bout de la pièce. Cette situation était un peu étrange pour Lee-san. Il savait déjà avec certitude qu'il n'était pas seul. Mais ces types n'avaient pas l'air d'être des habitants du coin. Le livreur sortit son téléphone, déplorant que le nombre de personnes ait encore été indiqué incorrectement et qu'il allait devoir recalculer le supplément. Les hommes en costume noir ne s'attendaient visiblement pas à voir ce garçon ici. Mais ils comprenaient déjà qu'il n'était pas un garçon ordinaire. Ils n'allaient lui laisser aucune chance et comptaient le mettre KO immédiatement. Mais Lee-san semblait avoir anticipé leur plan et une fois de plus, il a fait mouche. Et sans lever les yeux de son écran de téléphone, il comptait simultanément le nombre de victimes pour obtenir un paiement supplémentaire. L'un des étrangers ne put tolérer une telle insolence de la part de certains jeunes. Dans un accès de rage, il a brandi la hache derrière le dos de Lee-san. Mais le coup précis porté par le coursier dans l'obscurité lui fit lâcher son arme des mains. Cette précision aurait pu étonner n'importe qui, car il fixait toujours intensément l'écran de son téléphone. Mais dans le même temps, il mettait KO un adversaire après l'autre. Soudain, une table en métal apparut dans la main du coursier et ses muscles se tendirent comme des câbles d'acier. Il a fait s'écrouler la structure sur la tête de ses ennemis potentiels et le plateau de verre de la table s'est brisé en des dizaines de morceaux qui scintillaient dans l'obscurité. Lee-san avait donc déjà comptabilisé 5 personnes pour le paiement supplémentaire. Le coup de pied suivant les envoya voler dans la pièce voisine. Mais soudain, des bras enserrèrent Lee-san comme une étreinte d'acier. Son adversaire était manifestement d'une catégorie de poids différente et voulait submerger le coursier par sa force brute. Mais il n'a pas tenu compte d'une chose. L'agilité de Lee-san était étonnante. Il était capable de tordre les os de ses bras pour attraper son adversaire. Après tout, pour lui,
Une attaque par derrière était répugnante. À ce moment-là, le voyou hurla de douleur, déchirant l'obscurité de la pièce de son cri. Lee-san vit clairement qu'une autre personne se cachait dans l'obscurité. Se tournant vers lui, le coursier lui demanda pourquoi il ne s'approchait pas et s'il attendait vraiment qu'il vienne à lui. L'ennemi ne put tolérer une telle impudence et passa à l'attaque, serrant fermement son couteau à la main. Jusqu'à présent, la porte de l'appartement portant le numéro 8001 ne laissait rien transparaître de ce qui se passait derrière. Mais une seconde plus tard, sa surface fut déformée par la force de l'impact venu de l'intérieur. À ce moment-là, Lee-san acheva de tuer sa 7e victime. La tête de l'homme était inclinée comme dans une révérence silencieuse. Mais soudain, du coin de l'œil, il aperçut un autre ennemi. Son poing était déjà pointé vers l'ennemi potentiel. Mais l'instant d'après, Lee-san leva les yeux et fit interloquer. Son poing s'arrêta à 1 centimètre du visage de cette même fille de son école. Il ne s'attendait certainement pas à la voir ici et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Sa question en retour, portant sur ce qu'il pensait lui-même, le prit au dépourvu. Sortant son téléphone et montrant l'écran, la jeune fille a dit calmement que c'était elle qui l'avait appelé. Il s'est avéré que des assassins professionnels avaient été envoyés à sa poursuite. Il ne pouvait donc s'agir d'adversaires ordinaires. Mais Lee-san a réussi à tous les neutraliser sans même les tuer. Il était donc parfaitement adapté à elle. Ces mots intriguèrent beaucoup le coursier, et son expression faciale trahissait une certaine tension. La jeune fille se tourna résolument dans sa direction, et elle a invité Lee-san à travailler avec elle. Sa situation était désormais très dangereuse, et elle proposa officiellement de faire appel à ses services. La jeune fille lui promit que le travail ne serait pas très différent de ce qu'il faisait auparavant. Mais Lee-san lui a répondu avec arrogance qu'il ne travaillait pas à temps plein, car cela allait à l'encontre de sa politique de travail. Surtout qu'il avait entendu dire par ce gros type du lycée que la fille avait fait faillite. Et elle aurait dû réfléchir avant de penser à comment elle allait payer l'accouchement. Mais la jeune fille a répondu d'un ton sec, en demandant si le paiement en espèces était acceptable. Lee-san ne voulait vraiment pas avoir affaire à de l'argent liquide, et lui a dit d'un ton irrité qu'elle devait le rembourser d'une manière ou d'une autre. Mais il a averti que, compte tenu des paiements supplémentaires, le montant avait considérablement augmenté par rapport au montant initial, mais qu'il n'avait aucune intention de négocier ou d'accorder une réduction. Après ces mots, la première liasse de billets vola au sol, puis le deuxième, le troisième. Les paquets tombèrent à ses pieds comme de la neige. On lui devait 100 millions pour une seule transaction. Lee-san n'en croyait pas ses yeux. La jeune fille a clairement indiqué qu'ils pouvaient travailler selon des conditions mutuellement avantageuses. Leurs intérêts coïncidaient, et c'était tout ce qui comptait à ce moment-là. Lee-san s'accroupit silencieusement et ramassa une liasse de billets. La prise de conscience qu'il tenait 100 millions entre ses mains fit perler des gouttes de sueur sur son visage. La jeune fille réalisa que sa proposition l'avait désormais définitivement intéressée. Le coursier leva les yeux vers elle, perplexe, et elle lui demanda pour la dernière fois s'il était impliqué dans l'affaire ou non. Dehors, il faisait nuit, et seuls les réverbères projetaient partout des ombres inquiétantes. Malgré l'heure tardive, Lee-san s'est précipité au bureau de change. Il serrait dans sa main un billet déchiré. Il l'a apporté au distributeur automatique sans aucun enthousiasme. Et il abaissa lentement le papier dans le lecteur de billets. Le distributeur automatique de billets possède un volet métallique et a commencé à reconnaître le billet. Une fois la procédure terminée, l'écran du distributeur automatique s'est illuminé d'une lumière vive. Sans manifester la moindre émotion, Lee-san commença à lire les informations affichées à l'écran. Le distributeur automatique m'a demandé de confirmer le dépôt de 50 000 won sur mon compte. Les coursiers étaient sous le choc. Ils n'en croyaient pas ses yeux. Il était submergé par ses émotions et avait envie de fondre en larmes, rongé par le désespoir. Après tout, il y a à peine 2 heures, cette fille lui avait demandé s'il était partant. Et Lee-san tria silencieusement les liasses de billets. Il ne lui répondit pas pendant un long moment, conservant une sorte de silence incompréhensible. Puis, d'un ton sec, il a déclaré qu'il était d'accord. S'appuyant sur son genou, le coursier se releva lentement du sol. L'instant d'après, il donna un coup de pied dans les liasses de billets qui s'éparpillèrent comme des feuilles mortes. D'un air hautain, il lui demanda si elle pensait vraiment qu'elle lui répondrait ainsi. La jeune fille regardait du coin de l'œil son argent volé dans toute la pièce. Lee-san attrapa un des billets au vol. Il commença à brandir ce morceau de papier sous le nez de la jeune fille avec mépris, affirmant que cet argent était contrefait. Le livreur était absolument certain que l'odeur, la texture et la couleur étaient différentes de celles de l'argent réel. De plus, ayant appris que la famille de la jeune fille avait fait faillite, il en a conclu qu'elle essayait de le tromper. La jeune fille ne chercha pas à se justifier
et lui demanda seulement s'il regretterait son refus. Mais en guise de réponse, Lee-san lui a seulement fait un geste obscène. Pris de pitié, il décida de ne pas lui faire payer l'appel. Mais s'il se croisait à l'école la prochaine fois, il la prévint de ne même pas oser le saluer. Et c'est alors qu'il réalisa que toutes ces liasses de billets étaient bien réelles. Lee-sang était submergé par l'émotion. D'un côté, il voulait retourner chercher l'argent, mais de l'autre, son orgueil l'en empêchait. Et maintenant, il ne pouvait même plus imaginer s'il aurait un jour une autre chance de gagner autant d'argent. À ce moment-là, une notification sur son téléphone lui redonna espoir. La crypto-monnaie dans laquelle il avait investi pendant quelques jours a vu son prix grimper en flèche. Sous nos yeux, le nombre augmentait constamment. Car il y avait, boum, des investissements. Comme s'il était devenu fou, Lee-san décida de tout miser et investit tout son argent, rêvant de gagner plusieurs fois plus que ce qu'il venait de perdre. À ce moment précis, la courbe de croissance des crypto-monnaies a chuté brutalement, comme dans un abîme. C'en était trop pour Lee-san. L'instant d'après, il a littéralement détruit la cabine du distributeur automatique de billets. D'un seul coup de poing, il lui a fait perdre le distributeur automatique de billets. Le coursier lui-même ne comprenait même pas ce qui s'était passé. Mais soudain, les menottes se sont refermées sur ses mains. Un instant plus tard, il est déjà assis au poste de police, répondant aux questions sous le regard éclairé par une lampe de bureau. Après interrogatoire, le policier a déclaré que Lee-san pouvait être libéré, à condition qu'il rembourse intégralement les dommages dans un délai d'1 semaine, la banque ayant fait preuve de clémence à son égard du fait qu'il était encore mineur. D'après le policier, le coursier avait eu beaucoup de chance, mais lui n'en était pas convaincu. Lee-san tenait un chèque à la main, ce qui laissait présager une dette de près de 10 millions de won envers la banque. Une fois dehors, il ne savait plus où aller. Lee-san n'avait d'autre choix que de retourner à l'école le lendemain matin. On pouvait clairement lire sur son visage les traces de l'inquiétude et d'une nuit blanche. Et c'est dans cet état qu'il se tenait entre cette jeune fille le matin. Il lui a demandé la possibilité de retirer ses paroles. Mais elle se contenta de le regarder en silence en guise de réponse. Les autres ne comprenaient pas ce qui se passait. Parmi eux se trouvait ce nouveau gros type. Il rêvait toujours de donner une bonne raclée à Lee-sang, puisque la dernière fois, ça n'avait pas marché. Mais maintenant, il a réuni les meilleurs. Ceux qui savent vraiment se battre. Avant qu'il ait pu terminer son discours, la main de Lee-san lui saisit le visage de toutes ses forces. Il repoussa l'homme corpulent de toutes ses forces comme une balle et poursuivit sa conversation avec la jeune fille. Tombant au sol dans une position très étrange et inconfortable, le gros homme cria à ses amis de maîtriser le coursier. Un des malfrats a attrapé Lee-san par l'épaule, et il recevra alors immédiatement un coup sec de sa main en guise de réponse. Il a essayé de convaincre la jeune fille qu'il voulait simplement être prudent avec une somme aussi importante. J'ai continué à faire des demandes le matin. Il a essayé de la convaincre d'accepter au moins la moitié du montant. Les ennemis volaient autour d'eux comme des projectiles, et la jeune fille restait silencieuse au milieu de cette volée de feu, tandis que Lee-san la persuadait de lui donner 10 millions d'avance. Renonçant à tous ses principes, il tendit la main vers le fille. Il était prêt à signer un contrat avec elle, mais elle regarda de nouveau en silence, la main tendue. Puis elle s'est simplement retournée pour partir, laissant son interlocutrice abasourdie. Lee-san a essayé de l'arrêter par tous les moyens possibles. Soudain, la jeune fille se retourna et commença à parler à voix basse. Pendant tout ce temps, il lui a parlé avec beaucoup d'arrogance. Son ton ne ressemblait pas à celui de quelqu'un qui demande une faveur. La jeune fille exigea qu'il formule sa demande clairement. Les témoins involontaires de ce dialogue ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait entre ces deux personnes. Maintenant qu'ils étaient dans une relation client-prestataire, je n'arrivais pas à me maîtriser et à mener la conversation normalement. Leur coopération était donc hors de question. Jetant un coup d'œil à son ancien agresseur, une idée lui vint. La première commande venait donc de Heo Min-sop, un camarade de lycée. Il souhaitait être puni bien plus sévèrement que quiconque. Lee-san regarda en serrant les dents. Mais à ce moment-là, la seule pensée qui lui traversait l'esprit était l'argent. En cette belle journée ensoleillée, le terrain de golf n'était pas bondé. La balle, telle une minuscule balle, fendait l'air sur fond de ciel azur. « Superbe tir, monsieur le président !» s'exclamèrent les gardes presque à l'unisson, admirant la trajectoire parfaite du ballon. C'était un swing tout simplement magnifique. L'homme au club de golf leur jeta un regard de côté. Sans se retourner, il demanda s'il avait maintenant l'air d'une personne aimable. Mais il n'obtint en réponse qu'un froid « non ». Sortant une cigarette, l'homme à la crosse de hockey médita à voix haute, d'un air philosophique, que le monde était plein de parasites inutiles qui ne valaient pas l'argent qu'on leur payait. Il s'agissait de Ho Yong-gan,
le PDG d'une grande entreprise. Le silence sur le terrain de golf fut rompu par la sonnerie de son téléphone. En regardant l'écran, il vit que c'était un appel de son fils bien-aimé. Les visages de Ho Young-gan s'illumina d'un sourire. Il appuya sur le bouton de réponse et salua bruyamment et joyeusement sa progéniture bien-aimée. Mais à l'autre bout du fil, à travers les sanglots, il entendit un « papa » à peine audible. Le garçon se recroquevilla sur lui-même comme un animal acculé, et le bruit de ses dents qui grinçaient résonna dans le silence des toilettes, tandis qu'il rêvait de tuer la fille nommée Song Songa. En entendant ce nom, le père réfléchit un instant. Peut-être faisait-il référence à la fille de Song Jeng-chul, qu'il recherchait lui-même. Comme s'il était devenu fou, le fils a raconté que c'était elle qui avait envoyé des gens s'en prendre à lui. Puis il lui a rasé une bande sur la tête avec une tondeuse. La photo de lui, dans un état aussi honteux, a déjà circulé sur les réseaux sociaux. Le garçon avait tellement honte qu'il s'est mis à crier et a dit en larmes qu'il ne reviendrait plus jamais à l'école. Le père écoutait en silence tous les soucis de son fils, tandis qu'une cigarette oubliée se consumait lentement entre ses mains. Puis il s'empressa de rassurer le garçon, lui disant qu'il n'avait rien à craindre et que son père allait tout arranger. Ho Young-gan, retenant difficilement ses émotions, répéta tout ce que son fils lui avait raconté. Il se tenait là, dans une posture de golfeur impeccable, tenant son club comme un sceptre de pouvoir, et autour de ses pieds, tels des trophées déchus, les têtes bâillonnées de ses hommes de main confirmés émergeaient du sol, transformant le parcours en une arène pour sa domination absolue. Il ne pouvait pas gérer une seule fille, et ils ont même osé venir lui demander de l'argent et du travail. Ho Young-gan resta immobile un instant, dans une posture parfaite, le bâton à la main, prêt à porter un coup dévastateur. Soudain, une balle a volé vers la tête de la victime coupable, faisant tomber la cible de Ho Young-gan. Mais il ne m'a même pas jeté un regard, et pas un seul muscle de son visage concentré n'a tremblé. Pour l'homme en salopette bleue et casque, le golf s'est avéré plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Pour le livreur Baek Min-jun, tabasser les gens était beaucoup plus facile et plus amusant. C'est pourquoi Ho Young-gan l'a convoqué chez lui. Une valise pleine d'argent avait été préparée pour le coursier, car le monsieur comptait sur lui. Et pour un travail bien fait, il lui a promis une prime intéressante. Baek Min-jun ne pouvait détacher son regard de cette richesse, dissimulée derrière ses lunettes d'aviateur. Et puis soudain, il a éclaté de rire. D'un geste brusque de la main, il claqua la valise, car il pensait que plus personne ne donnait de tels ordres de nos jours, puisque c'était extrêmement évident. Tous les coursiers comme lui recevaient des commandes via l'application de livraison Heaven. Le coursier prit son courage à deux mains et, sans se soucier de ses paroles, commença à dire qu'il comprenait maintenant pourquoi ces idiots étaient incapables de gérer ne serait-ce qu'une seule fille. Mais l'homme qui était apparu derrière lui, tel un roc, décida de le laisser à sa place, lui rappelant où il se trouvait désormais. Et à ce moment précis, il se retrouva face contre terre. D'un simple mouvement de la main, le livreur Baek Min-jun a montré à quel point il était mal à l'aise lorsqu'on le touchait. Tous les gardes s'enfuirent de peur, se souvenant des conséquences de leur rencontre avec Lee-san. Ho Young-gan a confirmé qu'ils avaient effectivement commis une erreur et a désormais laissé l'affaire entièrement entre les mains de Baek Min-jun. Il voulait qu'il règle cette affaire au plus vite. Il y avait également des informations selon lesquelles sa cible avait engagé un coursier permanent, un élément qu'il fallait également prendre en compte. Min-jun fixa sa victime, les yeux écarquillés. Il a demandé à Ho Young-gan la permission de traiter avec ce coursier à sa propre discrétion. Le client n'y voyait pas d'inconvénient, mais à condition qu'il efface toutes les traces. En entendant cela, le livreur accepta la commande avec plaisir. Lee-san a reçu une notification concernant le paiement de son travail sur son téléphone. À partir de ce moment, tous les paiements de livraison ont été traités via l'application. Le contrat est entré en vigueur à cet instant et est resté valable jusqu'à la fin des travaux. Et pendant toute la durée du contrat, il lui était interdit d'accepter d'autres commandes. Et puis, quelle que soit la situation, Lee-san devait absolument être aux côtés de Song Songa. Elle voulait même qu'il le lui jure. Mais il n'était pas pressé de le faire, et un silence pesant s'installa entre eux. L'idée d'être constamment proche du client lui paraissait assez ambiguë et embarrassante. Après avoir réfléchi un peu, il a tout de même décidé de le jurer. Songa écouta son serment en silence, ne lui jetant que des regards en coin. L'instant d'après, le téléphone sonna, signalant à Lee-san une nouvelle livraison. À partir de ce moment-là, il fut officiellement embauché comme coursier permanent. Après avoir reçu le paiement, Lee-san put pousser un soupir de soulagement. Grâce à ce paiement, la dette principale était remboursée. Mais elle ne savait pas quoi faire du loyer et de la nourriture. Il se sentait très mal à l'aise de demander plus d'argent,
Mais il n'avait pas d'autre choix. Song Song-ga n'a pas répondu à sa demande et a fait demi-tour pour s'éloigner de l'école. Il s'est avéré qu'elle allait travailler. Lee-san réalisa alors qu'il allait devoir sécher les cours. Mais il méritait tout de même une récompense pour son assiduité parfaite. Song Song-ga ne lui répondit pas et continua à chercher sa moto. À présent, il filait à toute allure dans les rues de la ville, fendant l'air frais du matin. Pendant ce temps, quelque chose de complètement différent se passait au lycée. Dans le hall plongé dans la pénombre, la lumière arracha aux ténèbres les visages pâles des écolières effrayées et la silhouette menaçante de leurs gardes silencieux, dont les intentions restaient aussi obscures que leurs masques. L'homme assis devant eux, dans une posture pensive, attendait visiblement une réaction de leur part. Levant les yeux, il se tourna vers l'un de ces hommes et lui demanda ce qu'il avait bien pu dire à ces gars pour qu'ils tremblent autant. Mais il a répondu qu'il avait été extrêmement poli avec eux et qu'il continuerait à manger son hot-dog. On avait assuré aux jeunes filles qu'elles étaient venues de leur plein gré, et maintenant elles se tenaient là comme des porcs devant un abattoir. L'homme assis en face d'eux s'adressa de nouveau à eux d'un ton hautain. J'ai commencé à m'énerver, et je leur ai ordonné de se déshabiller, car les caméras étaient déjà prêtes à filmer. Puis il a menacé de recourir à la force si les filles continuaient à ignorer ses paroles. Mais soudain, le livreur Lee-san fit son apparition dans les locaux du studio de cinéma improvisé. Il recherchait un élève nommé Son Jong-soo, un élève de 7e année en 3e année au lycée Tanjo. L'un des présents, jouant le rôle de metteur en scène, tourna son regard interrogateur vers un autre et lui demanda s'il avait commandé à manger. Mais soudain, il réalisa que le nom sur la commande était le sien, et à cette même seconde, un coup lui frappa la pommette droite. Lee Sang a rapidement dispersé tous les méchants dans le studio comme des quilles. Et finalement, il a confirmé que le principal d'entre eux n'avait effectivement pas commis d'erreur dans sa signature. Les membres restants du gang décidèrent de se rendre sans combattre. À ce moment-là, une jeune fille entra dans la pièce. C'est Song Sang-ga qui a vérifié si le coursier avait bien tout fait comme convenu. Lee San s'est empressé de faire son rapport et a annoncé avec un sourire que la livraison avait été effectuée rapidement et avec précision. La jeune fille s'est baissée et a décroché le téléphone des mains de Song Jones. Elle voulait déverrouiller l'appareil grâce à son visage, mais la caméra n'a pas reconnu sa grimace. Sanga n'était pas entièrement satisfait de cette issue. Elle a rappelé au livreur que c'était précisément pour cette raison qu'elle lui avait demandé, si possible, de ne pas s'en mêler. Il devait se comporter de manière plus professionnelle à l'avenir. La jeune fille demanda à Lee Sang d'aller chercher des serviettes en papier dans son sac pour s'essuyer le sang. Profitant de l'occasion, le reste de la bande tenta de s'enfuir. Mais ils n'ont pas eu le temps de le faire. Song Sang-ga leur a ordonné de nommer les écoles d'où provenaient ces filles. Et après cela, une punition peu agréable les attendait. Elle leur a ordonné d'aller au coin de la rue et de se tenir là, à genoux, les mains levées, et que s'ils lâchaient prise, il pourrait se considérer comme mort. En entendant cela, Lee San apprécia les goûts plutôt particuliers d'Amphi. Et il ne s'est même pas rendu compte qu'il était resté figé sur place pendant un instant. Mais Song Song-ga le ramena rapidement à la raison. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ils doivent encore visiter de nombreux endroits. Ils arrivèrent donc dans un autre lycée. Dans une des salles de classe, un notable local, assis d'une manière solennelle, entouré de belles jeunes filles, était très mécontent de l'arrivée du coursier non invité. C'était Jong Sung-wan de l'école Kujong. Et soudain, une main gantée de noir lui asséna un coup violent à la mâchoire. Après avoir effectué la livraison, le coursier a pris une photo en guise de souvenir. Pendant ce temps, un des élèves s'est mis à courir dans la pièce en quête de salut. La seule issue pour lui était de se tourner vers le professeur. Arrivé en trombe au bureau, il s'est mis à crier qu'un fou furieux avait fait irruption et s'en prenait aux étudiants. Mais soudain, une main gantée de noir lui bloqua la respiration. Un coursier en combinaison orange a traîné le garçon hors de la classe, expliquant aux enseignants qu'il jouait simplement aux gendarmes et aux voleurs. Le même sort a frappé Im Ganja et le lycée Somenjong. Et puis, le chien enragé, Kim Chang-jae et le lycée Jindu. Lee Sang et Song Sung-ga n'ont pas ignoré l'observateur Yoon Do-jun du lycée Gengo. Ils n'ont pas non plus oublié le clochard Ko Dong-pal et le lycée de Daegu. Finalement, ils ont rendu visite au meneur et à un élève du lycée de Buncheon nommé Chu Chang-hoon. Le soir venu, le sac du coursier contenait déjà une quantité suffisante de téléphones portables. Song-ga contempla les trophées et referma brusquement le couvercle de son sac. Aujourd'hui était leur dernière livraison, mais elle s'annonçait comme la plus difficile de la journée. Lee San jeta un coup d'œil discret à son client. Puis d'un ton sec, il leur a demandé s'ils étaient bien dans la même équipe. La jeune fille regarda son coursier avec confusion. Lee Sang avait le sentiment qu'il n'y avait aucune interaction entre eux, malgré un accord mutuellement avantageux.
Il souhaitait au moins comprendre leur objectif commun. Sangha posa soudainement la main sur son casque. Puis d'un ton sec, elle a annoncé qu'il n'était ni une équipe ni des partenaires, mais un client et un coursier. Leur relation était uniquement limitée par l'argent. Chacun d'eux pouvait résilier le contrat et partir à tout moment. C'est pourquoi Song Sangha n'allait rien lui dire. Pour elle, il n'était qu'un homme de main. La seule chose qu'elle décida de lui dire fut la raison pour laquelle elle ramassait les téléphones. Il s'avéra que l'un d'eux était censé contenir le contact qu'elle recherchait. Son objectif était d'amener Lee San à cet homme. À peine avait-elle parlé qu'un gros camion apparut derrière elle, comme sorti de nulle part. Lee San s'est précipité en avant comme un projectile et avec une force colossale a repoussé la jeune fille hors de la trajectoire du monstre de fer qui fonçait sur eux, réussissant à devancer le rugissement inexorable du moteur en une fraction de seconde. Ils sont tous deux tombés sur l'asphalte, mais ont survécu. Lee Sang a pris des nouvelles de Song Sangha pour s'assurer qu'elle allait bien, mais elle retira brusquement sa main. S'élevant au-dessus du sol, elle constata avec horreur les conséquences de la collision, et cette image a éveillé en elle beaucoup d'émotions négatives. Pendant ce temps, Lee San, allongé là, réalisa qu'il ne se sentait pas très bien. De plus, il lui restait encore 28 mois pour rembourser la moto cassée. Le passager du camion était certain d'avoir retrouvé ceux qui lui avaient volé son téléphone et l'avaient battu. Il était furieux que le livreur au volant de cette voiture n'ait pas réussi à percuter l'une ou l'autre de ces deux personnes, alors même que je me prétendais professionnel. L'homme au volant du camion plissa les yeux, esquissa un sourire et déclara qu'il n'avait tout simplement pas eu de commande dans le coin depuis longtemps, et qu'il était donc un peu hors de forme. Il est sorti de la cabine et a demandé aux passagers de rester à l'intérieur. S'approchant du corps, il ouvrit le lourd verrou de la porte d'un geste machinal. Il y avait un tas de boîtes différentes à l'intérieur du camion. Après avoir examiné le contenu du sac du coursier, Song Sangha constata que malheureusement, tous les téléphones étaient cassés. Cette tournure des événements ne lui convenait certainement pas. Et par-dessus tout, elle remarqua un détail supplémentaire. Il s'est avéré qu'ils avaient été percutés par une voiture du service de messagerie Godu. Song Sangha a averti Lee San de faire extrêmement attention, car il s'agissait d'une société de messagerie inhabituelle. Lee San s'approcha de la benne ouverte du camion et appela le coursier assis à l'intérieur. Il était furieux et exigeait qu'il le paie pour la moto cassée s'il ne voulait pas aller dans l'autre monde. Mais l'homme ne réagit pas à ces paroles et ne se retourna même pas. Il examina attentivement les boîtes, à la recherche de quelque chose. Puis un sourire fugace effleura son visage. Il a finalement choisi l'outil pour le travail d'aujourd'hui. Lee Sang tenta de maîtriser ses émotions et expliqua que sa moto était faite sur mesure, unique au monde, et que seulement 2 mois s'étaient écoulés depuis l'achat. Mais ses émotions ont pris le dessus, et il a menacé de lui réclamer également des dommages et intérêts pour préjudice moral. Soudain, le coursier à l'arrière du camion a saisi une machette à long manche dans la boîte, et sans même la faire tournoyer, il a découpé le toit du camion. Il était fou de joie car il n'avait pas tenu cet objet entre ses mains depuis si longtemps et craignait de le perdre. Lee San n'a survécu que parce que le coup l'a manqué. S'il continue à se pavaner comme ça, il ne restera pas longtemps dans ce service. Fou de rage, Lee San frappa l'asphalte du poing, y laissant une large empreinte. Il était prêt à rayer l'ennemi de la surface de la terre. Le livreur d'un autre service de livraison a ricané d'un air malicieux, affirmant qu'il comprenait à quel point la colère des jeunes pouvait être vive. Il avait vu maintes fois de tels jeunes gens qui, incapables de contenir leur ardeur, passaient dans l'autre monde. Lee San lui a crié de tuer à nouveau. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu quelqu'un avec une arme longue, et il a donc mal évalué la distance. La prochaine fois, il aurait dû bien parer. Le livreur en camion fut très surpris, mais il accepta le défi. D'un nouveau coup, il rappela à l'ennemi qu'il l'avait averti d'une mort imminente. Mais ce garçon continua de le défier. Lee San concentra toute sa force de fer dans son poing, et il opposa une puissante parade à l'arme blanche, dont le manche se brisa en morceaux. Témoin de cette scène épique, le coursier était complètement perplexe. Cette fois, Lee San a tout calculé correctement, prouvant ainsi sa supériorité. Maintenant, il savait avec certitude qu'il avait compris. Lee San était convaincu de pouvoir repousser toute attaque de son adversaire. Le livreur du camion regarda ce jeune homme avec étonnement. C'était comme s'il s'y revoyait dans sa jeunesse. Il a aussi mis sa vie en jeu, misant uniquement sur l'insouciance de la jeunesse, se jetant tête la première dans la poussière et frappant au hasard. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que je ne comprenais pas quand je vivais à mon âge. Son pied se posa avec assurance sur le bord du camion. Une fois les armes récupérées, le coursier a interpellé son passager et l'a invité à l'aider. Mais il ne réagit d'aucune façon, et le coursier se retourna vers lui. Il était clair que son passager était terrifié.
Il se cachait comme une souris. Soudain, l'homme surgit de derrière le siège et se mit à crier d'une voix qui n'était pas la sienne, affirmant qu'il était un client et qu'il n'était pas obligé de l'aider, surtout qu'il avait payé pour cela. Mais un coup sec porté par l'arme du coursier le ramena à la raison. Le livreur lui a demandé calmement s'il avait déjà travaillé là-bas, mais il a reçu une réponse négative et l'explication que le type était plutôt gâté. Le message indiquait qu'un jeune homme normal, avec des bras et des jambes, devrait travailler à temps partiel et que les parents modernes sont tout simplement trop protecteurs envers leurs enfants. L'homme était mal à l'aise. La sueur ruisselait sur son visage. Le livreur lui demanda s'il savait comment charger et décharger. Soudain, au milieu du tumulte de la ville, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un cri perçant s'éleva de Song Songa. Elle a rappelé à Lee Sang qu'il devait travailler maintenant. Après tout, elle l'avait déjà prévenu de se comporter en professionnel. La jeune fille s'apprêtait à lui donner des conseils sur la façon de se comporter lors d'une bagarre, mais elle l'a éloigné. Et il lui a rappelé que le combat est son domaine. Songa n'osa pas lui apprendre à se battre. En l'entendant parler avec insolence à la jeune fille, le coursier du camion lui lança déjà sa nouvelle arme. Mais Lee San, avec la même confiance inébranlable, le quitta, dressant un bloc de fer. À ce moment-là, un nouveau projectile volait déjà vers lui. Il a essayé de le frapper à plusieurs reprises avec son arme. Le coursier s'arrêta un instant du camion et examina le projectile. Il s'avéra qu'il avait déjà été vaincu. Il semblait que l'ennemi voulait vraiment les reprendre tous. Lee San était comme un véritable guerrier, dont le but était de protéger à tout prix. Son casque était cassé et il était déjà très fatigué, mais il a tenu bon. Le coursier a crié à son passager de continuer à lancer des obus. Et là, j'étais déjà épuisé sans même y être habitué, et je ne pouvais plus lever les mains. Le livreur n'était pas satisfait de cette situation, et il s'arrêtait de lui couper les bras et les jambes s'il hésitait. C'était une motivation valable, et les boîtes ont défilé plus vite qu'auparavant. Le coursier continuait d'enfiler de plus en plus de projectiles sur le long manche, mais Lee San n'allait pas abandonner. Ses poings étaient comme de l'acier. Ils brisaient tout sur leur passage. Le livreur du camion fut surpris par ce revirement de situation. Il n'avait d'autre choix que de recommencer à lui lancer de nouvelles armes. Il frappa de toutes ses forces, essayant d'infliger des dégâts à son adversaire. Mais Lee San, comme s'il ne se rendait pas compte de sa fatigue, écrasait tout ce qui s'approchait de lui. Son regard était d'un calme incroyable. Cela effraya le coursier encore plus que ses poings de fer. Il plaça de nouveau un nouveau projectile sur la poignée. Une bûche hérissée de pointes métalliques a volé vers la tête de Lee San. Il l'a ensuite réduit en miettes d'un seul coup. Voici la nouvelle caisse d'armes. Encore et encore. Le coursier du camion jetait tout sur son passage comme un fou, mais Lee San semblait pouvoir repousser n'importe quelle salve d'attaque. Le livreur dans le camion est entré dans une sorte de boîte. Il y avait déjà de la folie dans ses yeux. Il a lancé le projectile suivant, sans même sortir le pied de la surface, comme un ballon football. Mais Lee San intercepta l'énorme étoile métallique et la cloua au sol d'un seul coup. Le coursier dut faire un gros effort pour extraire la coquille suivante. Une énorme bûche sortit de la boîte, et lui, comme fou, le souleva au-dessus de lui. Et le colosse d'une demi-tonne s'envola. Quand elle atteignit le poing de Lee San, ce fut comme une collision de corps célestes. La poignée du projectile n'a pas résisté à la charge et s'est cassée. Et la bûche elle-même a été projetée très loin en arrière, comme un véritable projectile. Le coursier se leva et regarda silencieusement son adversaire, tandis que des gouttes de sueur coulaient sur ses joues. L'homme qui l'avait embauché a finalement poussé un soupir de soulagement, car il avait réussi à déplacer tous les cartons. Lee San a calmement indiqué au coursier qu'il avait payé pour le casque cassé. Mais il devra quand même payer la moto. Après tout, dans cette œuvre, le premier à mourir est celui qui agit de façon imprudente. Et des souvenirs du passé ont refait surface dans la mémoire du coursier. Il y a 30 ans, Kim Taek-soo était encore très jeune et pensait pouvoir tout gérer seul. Son partenaire lui a conseillé de suivre le plan établi. S'il persistait dans son imprudence, il risquait d'y perdre la vie. Après tout, l'homme qui se tenait devant eux était dangereux même sans renfort. C'était un agent de sécurité employé par une grande entreprise. Cela semblait assez menaçant. Mais ce n'était qu'un cabot qui obéissait aux ordres des vieillards. Et seuls les imbéciles sans compétence devaient craindre l'imprudence. Kim Taek-soo se souvenait clairement d'être le seul survivant ce jour-là, agenouillé devant ce fou. Bien qu'il ait été d'accord avec lui sur le point concernant l'imprudence. Mais Kim a failli perdre la tête à ce moment-là. Son corps tremblait comme s'il avait reçu une décharge électrique. Ce type en avait aussi marre que ses aînés lui disent de ne pas agir de façon imprudente. C'était ironique que tous les anciens qui avaient dit cela soient déjà morts, et qu'il en ait tué certains lui-même. Il a laissé Kim Taek-soo en vie uniquement parce que,
Pour la première fois depuis longtemps, il rencontrait une personne avec qui il avait envie de discuter. Il a suggéré d'un ton conspirateur de continuer à vivre sa vie de manière tout aussi insouciante, afin de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Après ce jour, Kim a changé d'approche et a cessé d'être un idiot qui fonce tête baissée. Il quitta définitivement le champ de bataille et vécut recroquevillé dans un coin. Il vivait dans la crainte de recroiser un jour un tel salaud. Kim avait désespérément évité cela pendant 30 ans. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir le rencontrer dans un tel endroit. Il décida qu'il devait simplement courir. Après tout, s'il continue à affronter ce monstre, il risque tout simplement de ne pas y arriver. Après tout ce qui se passait relevait déjà de l'inconscience totale. Lee-san observa calmement son adversaire trembler de peur. Mais Kim Taek-soo ne voulait plus vivre ainsi. Après tout, c'était une vie où il avait la queue entre les jambes, peinait à joindre les deux bouts et se contentait de vieillir. S'il s'enfuit à nouveau, il vivra comme un rat pour le restant de ses jours. Mais il ne le voulait plus, car autrefois, brandir ses poings n'était pas pire que son adversaire. Lee-san appréciait ce qu'il voyait devant lui. Ce coursier allait maintenant avoir l'occasion de ressentir la puissance de ses poings. Cette sensation ne tarda pas à venir. Sous le coup, les dents de Kim Taek-soo tombèrent de sa bouche, comme des jouets, et lui-même s'éleva haut dans le ciel, exécutant un double saut périlleux. Maintenant, il ne devait plus rien à Lee-san pour la moto non plus. Après tout, il était censé recevoir des milliards prochainement de toute façon. Alors il a tout simplement décidé de fermer les yeux. Mais soudain, ce même passager du camion a fait son retour. Lee-san se retourna et découvrit une scène plutôt désagréable devant lui. Il a pris Song Sang-ga en otage et lui a mis un couteau sous la gorge. Son sexe se trouvait littéralement à quelques millimètres de son cou. L'homme aux yeux exorbités a exigé qu'on lui rende son téléphone. Ayant un peu baissé sa vigilance, il ne remarqua pas que la main de la jeune fille était déjà prête à saisir la sienne. L'instant d'après, il reçut un violent coup de coude. Et puis s'ensuivit la potion de coups. Beaucoup de coups. Le méchant s'effondra en se tordant de douleur. Et Song Sang-ga le regarda avec dédain. Lee-san ne s'attendait pas à un tel talent de sa part. Et la jeune fille savait vraiment se défendre. Dans un combat singulier, elle pourrait facilement vaincre un gros type comme ça. La voiture décapotable se dressait seule au milieu de la rue. Lee-san enjamba silencieusement le voyou allongé au sol. Il pensa même que la situation était devenue un peu dangereuse. Mais Song Sang-ga elle-même se déplaçait très bien et aurait même pu à elle seule mettre tout le monde KO. La jeune fille restait immobile et silencieuse, la tête légèrement baissée. Une douzaine de téléphones cassés gisaient à ses pieds. Lee-san la regarda à nouveau, attendant une réaction quelconque. Il tenta de calmer le jeu et commença à expliquer que, durant son travail de coursier, il avait été témoin de toutes sortes de choses désagréables, et que personne n'était à blâmer si un autre coursier avait percuté son vélo. Il souhaitait également clarifier la situation concernant leur collaboration. Son travail était de combattre, pas de protéger des biens. Soudain, Song Sang-ga prit silencieusement sa main dans la sienne. Lee-san fut même un peu surprise par cela, mais elle continua d'examiner attentivement sa main gantée. Et soudain, elle lui a demandé si tout allait bien. Lee-san ne savait même pas quoi lui dire. Et un silence gênant s'installa de nouveau entre eux. Un rougissement apparut sur ses joues, et il répondit d'une voix hésitante qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour lui. Prenant conscience du caractère embarrassant de la situation, Song Sang-ga murmura à voix basse qu'il était tout simplement un idiot. Le naniste, le saisissant par la poitrine, se mit à lui crier dessus, essayant de lui expliquer que si quelque chose lui arrivait, le contrat qui les liait serait résilié car il ne pourrait plus effectuer les livraisons. C'était son dernier avertissement. S'il osait encore faire une bêtise, le contrat serait sans aucun doute résilié. Soudain, leur dispute bruyante fut interrompue par un rire. Allongé sur l'asphalte, Kim Taek-soo a parlé de sa jeunesse et a conseillé à la jeune fille de ne pas être si stricte avec son petit ami, car il était vraiment cool. Lui-même était sincèrement reconnaissant à Wai-san d'avoir ravivé en lui l'esprit de délivrance qu'il avait oublié depuis longtemps. Même si ces deux-là étaient effectivement forts, ils auraient certainement besoin de la sagesse et de l'expérience de leur aîné. Mais Lee-san ne voulait rien de cet homme battu comme un chien. Il a même refusé de l'aider à monter sur ses terres. Comme la moto était en panne, ils ont dû marcher jusqu'à la prochaine adresse de livraison. Mais à peine avait-il fait quelques pas que la voix de Kim se fit de nouveau entendre derrière eux, et il annonça soudain qu'ils allaient mourir tous les deux. Il savait pertinemment que leur nom figurait déjà sur la liste des livraisons prioritaires. Mais Lee-san ne comprenait pas de quoi il parlait. Soudain, Song Sang-ga est devenue visiblement nerveuse, disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que tout se passe si vite.
ce qui signifiait qu'il n'y avait pas le temps d'élaborer un nouveau plan. Il semblait que seul Lee San ne comprenne pas l'essentiel de ce qui se passait. Kim Taek-soo doutait même qu'il travaille réellement dans la livraison. Avec la livraison prioritaire, tous les coursiers pouvaient accepter une commande simultanément. Mais seul le coursier qui effectuait la livraison en premier était rémunéré. Figurer sur la liste des livraisons prioritaires est devenu un objectif commun à tous les coursiers. Et 24 heures sur 24, ils s'exécuteront sans relâche pour tuer leur cible. Lee San ne s'attendait pas à devenir une telle cible. Mais pour lui, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Après tout, désormais, il n'avait plus besoin de chercher lui-même les combats. Ces gens viendraient à lui d'eux-mêmes et il pourrait gagner beaucoup d'argent. Voyant sa réaction, Kim Taek-soo a de nouveau fait remarquer que cet homme était tout simplement son idole et lui a même proposé de travailler en partenariat. Mais Lee San n'allait même pas accepter cela. Cependant, il avait déjà interféré avec les plans de Sang Song-ga. Il n'avait donc plus aucune chance de devenir son partenaire. Kim Taek-soo était un coursier professionnel et effectuait simplement des livraisons contre rémunération. Soudain, un collier de chien tomba au sol à côté de lui avec un bruit métallique. Il ne pourrait certainement pas devenir partenaire. Mais s'il est prêt à devenir un chien, alors Sang Song-ga est prêt à l'accueillir. Kim Taek-soo regarda le collier posé à côté de lui avec surprise et même un peu de peur. Après tout, s'il avait été un peu plus jeune, il n'aurait certainement pas caché ses sentiments à cette fille. Lee San écouta la conversation entre les deux avec dégoût. Il leur restait un dernier point de livraison. Et comme ils bénéficiaient d'une livraison prioritaire, il leur restait très peu de temps. Et à ce moment-là, le col tomba soudainement sur le cou du hooligan le plus proche, à terre. Sang Song-ga décida de l'utiliser à ses propres fins. Ses yeux étaient remplis de colère. Elle voulait à tout prix savoir de lui quelles données étaient enregistrées sur leur téléphone. Il a compris qu'il ne s'en tirerait pas comme ça. Alors ma copine a décidé de le forcer à dire toute la vérité. Les rayons ardents du soleil couchant illuminaient les gratte-ciels de la métropole. Lee San est arrivé à son dernier point de passage pour la journée. Sang Song-ga a rappelé que ce sera probablement l'accouchement le plus difficile. Et soudain, ils ont réalisé que c'était leur école. Lee San a demandé pourquoi il n'était pas venu à cette adresse dès le début, car cela aurait ruiné son assiduité parfaite. Mais Sang Song-ga a expliqué qu'ils avaient bien agi en ne faisant pas de bruit dans l'école, alors que des élèves s'y trouvaient. Kim Taek-soo a déclaré avoir solidement ligoté le prisonnier. Ce Cheburachka-là n'aurait certainement pas pu s'échapper. Kim demanda ce qu'il pouvait faire d'autre pour elle, et Sang Song-ga répondit que la seule chose qu'il pouvait faire était de mourir pour elle, le moment venu. Aujourd'hui, la différence d'âge de 30 ans n'était plus si importante. Alors Kim Taek-soo a demandé à la jeune fille de l'appeler frère. En entrant dans l'enceinte de l'école, Lee San sentit une odeur de sang et de poussière. Il semblait qu'une violente bagarre avait eu lieu avant leur arrivée. Sang Song-ga savait avec certitude qu'il avait raison dans ses soupçons. La moto du livreur était garée à côté des grilles de l'école. Leur destination était la salle du conseil étudiant, au 5e étage. Cette fenêtre était toujours recouverte de rideaux occultants, mais jusqu'à récemment, elle était ouverte et la lumière allumée. Il est possible que quelqu'un ait agi en premier pour empêcher la livraison d'être effectuée, ou bien ils sont désormais la cible. Mais soudain, dans l'obscurité du couloir de l'école, une voix se fit entendre, suggérant que les deux options étaient peut-être correctes. Il les attendait depuis longtemps, si bien que tous ceux qui se trouvaient dans la pièce avec le conseil étudiant étaient déjà morts. Lassé d'attendre si longtemps, ce coursier a fait le tour de l'école et a tué tous ceux qu'il croisait sur son chemin. Tous les regards se tournèrent vers cet homme, perplexe. Il semblerait qu'une autre personne ici l'ait vraiment agacé. Kim Taek-soo reconnut l'homme et se souvint qu'on le qualifiait de personne sans talent parce qu'il ignorait toujours les règles de base des coursiers. Mais soudain, la main du coursier Baek Min-joon a heurté celle de Kim. La main du dernier a été projetée sur le côté par la violence du coup. Le coursier lui a demandé de ne pas le provoquer pendant l'échange. À ce moment-là, Kim réalisa qu'une partie de son bras avait été coupée par une scie. Le coursier n'avait plus envie de s'en prendre aux faibles et a ordonné à Kim de déguerpir. Au début, il a cru qu'ils essayaient de l'énerver en l'appelant ici pour qu'il attrape une lycéenne. Mais il a ensuite examiné de plus près la photo de sa cible. Et il fut incroyablement heureux de remarquer un détail important à cet égard. Sa cible principale était Sang Song-ga. Mais sur la photo à côté d'elle, il reconnut le visage familier de Lee Sang. Il ne s'était pas vu depuis si longtemps, et ces retrouvailles furent une grande joie pour lui. Après tout, Lee San était son ami d'enfance. Baek Min-joon attendait une réaction de son ami, mais Lee San resta silencieux,
le regardant du coin de l'œil. Sangha regarda son coursier habituel avec suspicion. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'il ait de tels amis. Cette nouvelle était totalement inattendue pour elle. Lee-san tenta de se justifier tant bien que mal et commença à dire qu'il n'était pas vraiment son ami. Mais à ce moment-là, la main du coursier en combinaison bleue était à la gorge de Song Sangha. Mais Lee-san parvint à l'intercepter d'un mouvement rapide. La jeune fille contemplait cette scène silencieuse avec incompréhension. Baek Min-jun a demandé pourquoi il la protégeait. Lee Sang expliqua d'un ton sec quelle était sa cliente. Puisqu'il avait besoin de lui précisément, Lee-san a demandé de ne pas toucher à Song Sangha. Le coursier, qui ressemblait à une mouche à fumier, fut interloqué pendant une seconde. Puis son visage s'est tordi en un sourire qui ressemblait à une terrible grimace, et il qualifia sa demande d'absurdité totale. Lee-san utilisa ses points de fer. Le livreur n'aurait jamais imaginé qu'il la défendrait avec autant de véhémence. Mais Lee-san devait protéger son client à tout prix. Son regard ne quitta pas Baek Min-jun une seule seconde. Il se déplaça à la vitesse de l'éclair, et sa main se retrouva une fois de plus tout près de la gorge de la jeune fille. Cette fois, il était si près qu'il a pu la blesser. Du sang a jailli de son cou. Avec un sourire en coin, le coursier demanda à San s'il avait oublié un détail important. Il voulait lui rappeler qui ils étaient vraiment. Un terrible rappelait une chose dans son regard fou. Il a demandé à Lee-san qui il avait juré de protéger jusqu'à présent. Mais sa force démesurée ne disparut pas. Baek Min-jun avait une seule vertu. Il avait l'avantage en termes de vitesse et de technique. Mais ils n'ont jamais testé lequel d'entre eux l'emporterait en duel. Le coursier en salopette bleue n'arrêtait pas de se demander où était passé son ami d'enfance. Mais il s'est avéré qu'il faisait semblant d'être un écolier heureux. Il décida qu'il s'était en quelque sorte adouci durant cette période. Et une telle vie ne lui convenait manifestement pas. Et il invita Lee-san à revenir. En observant cette conversation, Song Sang-ha passa la main sur sa nuque. Sa main devint bordeaux, et l'odeur du sang lui prit au nez. Ses yeux semblaient emplis d'une rage terrible. Elle fit un pas en direction du coursier, et d'un mouvement brusque de son corps, elle le frappa à la poitrine. Il ne comprenait pas ce qu'elle essayait de faire. Lee-san ne les quittait pas des yeux. Baek Min-jun a même tenté de plaisanter en disant que la fille essayait de le séduire. Mais Song Sangha ne pouvait pas lui pardonner de l'avoir traité de fardeau lors d'une de leurs conversations. Elle a demandé à répéter ce mot. Il la regarda, perplexe, lécher le sang de ses doigts. Song Sangha a du sang sur les 2 pouces. Puis d'un geste rapide, elle étala le sang sur les lunettes du coursier. Ce faisant, elle le priva momentanément de la vue. À ce moment-là, ses bras l'enserrèrent dans une étreinte mortelle. Et l'instant d'après, le poing de fer de Lee-san frappa le coursier au visage. Lee-san a apprécié la démarche inattendue de son client. Mais c'était naturel, car elle n'était pas un fardeau. Lee-san a saisi le coursier par la poitrine et a commencé à le secouer. Et ils ont répondu à l'unisson qu'ils n'étaient pas en couple. À ce moment-là, Kim tenta d'arrêter le segment de sa main sectionnée. Il s'accrochait de toutes ses forces. Soudain, Lee-san l'appela. Il a conseillé à Kim de relever son poignet, car il serait peut-être encore possible de le recoudre. Mais au début, il ne comprenait même pas ce qu'il voulait dire. Mais Lee-san connaissait précisément un endroit où il pouvait trouver de l'aide. Soudain, il vit que Song Sangha s'apprêtait à partir. Si elle voulait trouver un autre téléphone qui fonctionne, il était déjà trop tard. Baek Min-jun avait peut-être l'air d'un négligé, mais il était en réalité très méticuleux. Les téléphones des témoins étaient probablement déjà cassés. De plus, il laissait toujours un véritable désordre derrière lui. Song Sangha lui a demandé de ne pas s'immiscer là où il ne devait pas. Lee-san était mécontent qu'elle se comporte encore ainsi, même s'il s'inquiétait pour elle. Soudain, elle pointa le doigt vers le coursier. Se souvenant de cela, il se disait l'ami de Lee-san. À ce moment-là, le visage de Lee-san se crispa en une grimace de mécontentement. Et il répéta qu'il n'était pas son ami. Il le considérait plutôt comme un harceleur. Eh bien, le livreur n'a vraiment pas apprécié un surnom aussi offensant. Leurs chemins s'étaient simplement croisés à quelques reprises dans le cadre de leur précédent emploi, et il suivait constamment Lee-san ou se battait avec lui. Mais il croyait vraiment que c'était une véritable amitié. Lee-sang, lassé d'entendre cela, a suggéré de l'assommer à nouveau. Mais le coursier pensait que son ami était en grand danger. Après tout, Lee-san ne comprenait pas à qui il avait affaire. Son client se trouvait au sommet de la hiérarchie du pouvoir en Corée. Elle était la fille de Sang Kyung-chul, mais ce nom ne signifiait rien pour Lee-sang. De toute façon, elle était au-delà de ses capacités. Le coursier conseilla à Lee-sang de se rendre à Seongchang-dong et de trouver Changon. Alors peut-être que sa cliente pourra découvrir qui a tué son père. Il a lu que ces informations avaient beaucoup aidé son ami. Mais à ce moment-là, un sac à dos lui tomba de toute sa force en plat visage. C'est Song Sangha qui, prise de rage, se mit à le battre pour qu'il ne prononce plus aussi facilement le nom de son père.
Elle a exigé qu'il lui dise tout ce qu'il savait avant de les tuer. Mais il n'allait rien lui dire de plus. La jeune fille voulut frapper à nouveau, mais la main de Lisanne l'en empêcha. Il lui a demandé d'arrêter. Les yeux emplis de haine, elle regarda son coursier, pensant qu'il essayait réellement de protéger son ami d'enfance. Mais Lisanne savait pertinemment qu'il ne dirait rien de plus, car c'est ainsi qu'il avait été élevé. Et peu importe à quel point la fille le bat, cela ne mènera à rien. Et il ferait vraiment mieux de réfléchir à leur prochaine destination. Mais Song Songa passa devant elle, heurtant délibérément Lisanne avec son épaule. C'était vraiment une fille agitée. La rue aux fleurs écarlates de Songjangdong était illuminée par les lanternes scintillantes. Le téléphone posé sur la table sonna, informant l'hôtesse d'une nouvelle livraison. La main d'une femme, ornée de bagues et d'une manucure, a cliqué pour lire les détails de la notification. Elle rapprocha son téléphone de son visage et ouvrant l'écran à plein volume, elle annonça à haute voix qu'ils avaient reçu une nouvelle commande. L'une des filles semblait utile. Il fallait donc la livrer sans la moindre égratignure. Et elle a ordonné que l'on mette le type en pièces et qu'on le jette au chien. Mais la règle principale était de tout faire avec beauté.